Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Eradros et aujourd'hui je suis en compagnie de Mimokix. Salut Kim. Bonjour tout le monde. Je suis également en compagnie de Vagar. Salut Vagar. Hello, hello. Et de Shaka. Bonjour Shaka. Allô. Donc pour les gens qui ne connaîtraient pas les nouveaux invités, peut-être une petite présentation. Shaka, peut-être expliquer, décrire ton rôle au sein de la FFTM par exemple et aussi dans ton profil de joueur. Oui, ouais, bon, je pense que la plupart des gens connaissent, donc je vais peut-être pas m'éterniser, mais du coup, à la FFTM, je suis le président de l'association, donc c'est moi qui œuvre avec les autres administrateurs et puis plein de membres qui nous aident pour faire avancer l'association sur tout un tas de sujets, à la fois les traductions françaises de la V7 qui sont en train de se faire avec un groupe qui est mené par Amandine. À la fois organiser tout le circuit compétitif, donc beaucoup de logistique, les réservations de salles, consulter les joueurs compétitifs sur l'évolution du système de qualification, la partie administrative, donc chercher des financements, tenir les comptes, la trésorerie, etc., etc. Et certainement tout un tas de missions avec tout un tas d'autres gens qui nous aident et que je salue et que je remercie bien au passage pour la FFTM. Et puis sinon, je suis un joueur comme tout le monde qui traîne sa bosse dans ce vaste monde compétitif. Waouh, quelle présentation. Et Et toi? encore, j'ai arrêté avant de lancer les trompettes, hein. Mais alors on peut dire qu'à un moment donné, tu as été top 1 français parmi beaucoup d'autres ou pas? Non, alors si tu fais alors deux messages principaux. Le premier message principal, c'est que si tu fais référence au Hello, alors c'est très marrant le Hello, mais c'est juste marrant. C'est un système qu'on a lancé pour s'amuser. Alors, je sais qu'il y a quelques joueurs compétitifs qui en ont un petit peu fait le centre du microcosme MESBG. Voilà, ça reste un classement qui n'est pas tout à fait représentatif parce qu'il a tout un tas de biais. Le premier biais étant que il y a pas encore les étrangers arrivent dessus très progressivement. Et puis même au niveau des joueurs français, en fait, ouais, disons que c'est un système où tu prends des points quand tu gagnes et où tu en perds quand tu perds. Et que si tu joues beaucoup et que tu es un bon joueur, globalement, tu vas monter. Et notamment si tu fais des tournois compétitifs, mais aussi des petits tournois. La période où j'étais premier du lot, par exemple, elle est complètement faussée parce que c'était une période où j'organisais les qualifications, donc je faisais pas de tournois compétitifs. Et du coup, je faisais que des tournois régionaux avec un niveau moins élevé. Et oui, bon, après, vu que j'ai un assez bon niveau de jeu, effectivement, en 2024, je crois que j'ai gagné beaucoup de tournois en région Rhône-Alpes, mais j'affrontais aussi des joueurs qui avaient beaucoup moins de niveau que moi, là où des joueurs qui sont tout aussi bons, sinon meilleurs que moi, eux se farcissaient les tournois de qualification. Et voilà, et forcément, eux étaient amenés à perdre plus souvent, mais parce qu'ils affrontaient aussi des joueurs qui, globalement, ou ça aussi, même simplement, des fois, il y a des bons joueurs en tournois régionaux, mais qui viennent avec des listes fun pour se détendre. Ça m'est arrivé aussi. Et il y a d'autres joueurs qui prennent ça très au sérieux et qui, même dans les tournois régionaux, vont toujours venir avec des listes compétitives. Donc voilà, voilà le Hello pour ce qu'il vaut. Mais oui, à une époque j'étais. Et sinon, de manière globale, sur les joueurs compétitifs, personnellement, je suis pas du tout un fan des classements. Voilà, je pense qu'arriver à un certain niveau de compétition, on a tous à peu près le même niveau et qu'ensuite, il y a des fois, on a des périodes de réussite, des fois, on a des périodes où on est un peu plus dans le jeu, on s'y met un peu plus, on travaille hard, donc on entretient bien son niveau. Des fois, on relâche un petit peu la pédale pendant quelques mois. Mais ouais, j'essaye d'être un bon joueur français. Et puis, il y a beaucoup de concurrence de ce côté-là. Ouais, c'est bien résumé. Merci pour tes explications. C'est vrai qu'on en reviendra aussi un peu après par rapport au Hello et au type de classement. Et toi, Vagar, du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications sur qui tu es et ton parcours en tant que joueur et aussi comment tu t'es retrouvé dans cette équipe d'Allemagne 2 de Vichy? Non, du coup, en termes de profil de joueur, donc moi j'ai recommencé, parce que j'ai joué il y a très 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 longtemps. Je suis remonté aux éditions Atlas pour un coup de vieux. Mais non, en gros, je l'ai recommencé, on va dire, à l'été 2022 grâce à des vidéos du maître Dédé. Et ensuite, j'ai fait ma première partie avec Amandine où je me suis rendu compte qu'il habitait juste à 10 minutes de chez moi. Et c'est comme ça que je me suis remis dedans. Donc, c'est grâce à ces deux personnes-là que j'ai vraiment basculé dans le jeu. Enfin, basculé, ça reste positif.
Et ensuite, j'ai fait mon tout premier tournoi, c'était le tournoi des qualifiés sur Nantes en 2023, donc à la dure, quoi. Et ensuite, bon, voilà, je me suis pris au jeu et aussi à l'aspect compétitif. Moi, je me qualifie comme joueur compétitif, mais je suis tout à fait aussi capable de jouer du narratif. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire le rapport de bataille et scénario narratif chez Tero Enza, je fais les aventures légendaires pour la chaîne YouTube. Donc voilà, je suis capable tout à fait de faire les deux. J'aime bien les deux. J'aime l'entièreté de ce que peut proposer MUSBG, même si j'aime particulièrement le compétitif. Et le compétitif, je suis rentré vraiment par la petite porte. Et je monte et voilà, je prends les choses comme elles viennent. Jusqu'à du coup disputer le WTC sur lequel je reviens juste après. Et après, d'un point de vue FSTM, que Joseph présente un petit peu ce volet-là. Avec Good Beer, Adrien, pour ceux qui connaissent, on gère un petit peu le côté réseau social, les plateformes de réseaux sociaux de la FFTM pour promouvoir un petit peu ce qu'on fait. Et ensuite, je suis dans le groupe aussi avec Joseph. J'essaye de scriber un peu tout ce qu'on dit à chaque réunion pour essayer de se rappeler des points fondamentaux. Donc voilà, d'un point de vue, je dirais, administratif, j'ai aussi monté le projet le partenariat qui s'est créé entre la Forge sous la montagne, donc un de nos partenaires, et Baron of Days, une marque américaine qui confectionne les dés. Et avant que la Forge récupère le truc, en fait, j'avais fait une première grosse commande initiale où il y avait beaucoup de commandes de dés. Et en fait, mon idée, c'était de couvrir un petit peu la représentativité des dés dans les armées existantes en V6. Bon là, maintenant, c'est un petit peu changé avec la V7, mais les choses ne se perdent pas trop à ce niveau-là. Donc voilà, et ensuite c'est la Forge qui a repris le truc parce que clairement c'est très chronophage. Et pour rebondir sur le fait que je suis arrivé au WTC, c'est parce qu'en fait la FFTM a un règlement vis-à-vis de ça, vis-à-vis du mercenariat pour les compétitions internationales, donc Nations Cup et WTC. Sans rentrer dans les détails, en gros, il y a 3 équipes de France qui sont qualifiées au WTC, on aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, il se trouve que, alors, sans évoquer tout le procédé du fonctionnement. Il se trouve que moi, j'étais dans la 4e équipe, donc juste en dessous, celle qui ne s'est pas qualifiée tout juste. Et ensuite, Mathieu, Michael, qui était le capitaine, n'était pas dispo. Aira Mornier avait disputé la Nations Cup en équipe découverte l'année dernière. Donc ça se jouait entre Zab et moi. Et Zab m'a laissé y aller, parce que de toute façon, lui avait d'autres projets. Donc ça nous a évité un tirage au sort entre lui et moi. Et il se trouve que c'était Allemagne 2 à qui il manquait un joueur. Et donc, on nous a fait la demande et voilà, un petit peu pour le processus. Donc, voilà, après, j'aurai peut-être l'occasion dans le déroulé de dire c'était quoi un petit peu mon état d'esprit, ma vision des choses, mais voilà comment je me suis retrouvé là, quoi. Ok, bah écoute, merci. En tout cas, par rapport à la commande Baron of Dice, je pense que je peux dire que j'étais là. J'y étais, j'en faisais partie. J'ai mis mes pièces dans la Je bourse. nous ai vu dimanche. Ouais, et d'ailleurs, petite anecdote marrante, quand j'étais avec Dark Michael en double à l'Ardacon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de joueurs de diverses nationalités qui avait pas mal de dés que j'avais confectionnés avec lui. Et franchement, c'était cool parce que je me suis dit que en termes de cible, par exemple, je pense à les dés du Balrog, il existe quoi? Il devait exister des vieux dés de Moria vendus dans des petites boîtes en métal là. Enfin bref, il y avait vraiment pas beaucoup d'armées à représenter. Et même s'il y a sûrement encore des trucs à faire, c'est cool d'avoir pu étendre ce truc-là. Bah, en tout cas, pour l'anecdote, après que tu aies fait ta commande, moi je voulais encore m'acheter des dés, Hum, notamment ceux de l'armée de Tror, et du coup j'ai lancé en fait à la ouais, base chez les petits rôdeurs une commande, puis après à toute la ouais. Belgique, et en fait on s'est aussi retrouvé avec une commande de plus de 600 balles sur le site. Donc Bah, ça en va vrai, vite. je peux, je peux le leak ça. Je crois que la commande de dés initiale que j'avais faite, donc que moi j'avais géré et où je me suis dit que je pourrais pas faire ça tout le temps, d'où le fait que la Forge a repris le truc. J'étais monté, je crois, aux alentours de 3700 $ ou euros, je sais plus. Bref, Waouh, ça en fait pas des grand dés. chose pas. Mais... Une bonne brouette quoi. Ouais, j'avais genre plus de 70 cartons chez moi. Ouais, c'était quelque chose. Mais bon, c'était cool en vrai. Franchement, c'était cool. Bah,
Ok, super. Mais en tout cas, pour ton premier WTC, pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir, en tout cas, du week-end au niveau jeu et au niveau, comment dire, enfin, le week-end en tant que tel, quoi, en tant que tournoi. Donc vraiment en dehors des parties. Euh, Quand tu dis jeu, genre un fait de jeu ou Ouais, en game, pas en fait. forcément? Quelque chose qui s'est passé en game que tu as trouvé génial et autre chose. Parce qu'en fait, c'est vrai que le tournoi, finalement, il y a deux volets. Il y a le volet autour des tables en Ouais. train de jouer, et puis tu as vraiment tout un gros volet qui est en fait le volet le plus important. C'est un peu le volet communautaire entre les games, en fait, finalement. Mm. Ouais. Bah, je dirais, sans dire parce qu'on est sur ta chaîne, mais que je pense que la game que j'ai préférée, c'est celle qu'on a fait tous les deux. Parce que voilà, d'un point de vue, comment je peux dire, compétitivité de la partie, bah, il y avait match. On a tous les deux fait notre maximum. Je pense que c'était ma partie préférée. Et sinon, le truc, bon, c'est plus fun qu'autre chose, mais j'ai joué contre un joueur écossais. Alors très rapidement, on était sur brouillard de guerre et il jouait avec la machine et fausse guillette avec deux cavaliers, donc un cavalier à gauche, un cavalier à droite, pour menacer entre guillemets les flancs, quoi, enfin, je veux dire, aller chercher des décors adjacents. Et moi, j'ai des spectres et donc je parviens à choper le cavalier de droite et en fait, je l'entoure avec 4-5 orques, quoi. Et en fait, ce cavalier a fait un 6 toute la game. Et on a dû faire, je crois, une douzaine de tours. Enfin, je sais plus exactement. Et en fait, bah, à la base, je voulais le tuer, quoi. Et en fait, il a vraiment tenu 12 tours. Et le dernier tour, où je gagne enfin le duel, donc je dois avoir 8 dés et je me tue pas. Et en vrai, ça a rien changé, juste il m'a monopolisé 4 orques, mais genre, toute la game, il a fait 6. Donc avec le combat 4, ça suffisait, quoi. Donc, à la fin, t'en rigoles, quoi, parce que tu te dis, ah ouais, putain. Mais non, c'était le fait marrant, et contre un joueur, moi, c'était plus parce que je pense que j'avais un petit peu plus d'expérience, et j'ai réussi à buter 4 cléments en un tour. C'est sympa. Ouais, beau Voilà, challenge. c'est le côté, côté partie. Et après, le côté, comme tu l'as dit, le côté Ambiance. du tournoi qui est tout aussi important, si ce n'est plus. Bah, moi, c'était un petit peu particulier, encore une fois, dû à mon statut de mercenaire, mais c'était voir l'émulsion un petit peu de toute l'équipe de France qui tryhardait tout un, elles ont toutes fait le maximum. Et la remise des récompenses qui était vraiment cool. On a pu faire une photo de groupe ensemble. On avait un peu, on avait un peu défini le pub en haut du rond-point chef naturel en commandant tous 10 000 burgers. C'était très marrant. Et non, c'était cool de pouvoir passer une partie de la journée ensemble de cette manière-là, quoi. Voilà. Merci pour ton moment de partage. Et chacun, Pas de toi, problème. par rapport à l'organisation et l'ambiance, toi, c'était comme très différent parce que toi, t'avais des games à jouer, t'avais une organisation à tenir, hein, on peut le dire, un chrono, t'avais maths, t'avais vraiment énormément de choses à gérer. En fait, on devait courir partout. Et du coup, je me demandais, toi, de ton point de vue, c'était quoi pour toi le plus gros challenge de ton week-end et aussi, si tu pouvais nous parler un peu des imprévus, des petits moments de stress, ce genre de choses en fait que nous on voit pas parce qu'on n'est pas en coulisses, nous on est focus sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire nos games, et toi tu dois un peu être au four et au moulin en fait pendant l'événement. Bah, mon gros challenge, c'était de pas jouer, et je l'ai lamentablement échoué du coup. Parce que, bon, non, pour l'histoire, moi de base, j'y allais vraiment pour maths, c'est-à-dire que ça fait partie d'un vaste complot international que je porte avec Davax qui consiste à répandre le site dans un maximum de pays pour arriver à avoir un seul site pour les diriger tous, du coup. L'idée globalement, notre idée serait quand même de créer un réseau européen, voire extra-européen, où tous les gens, on pourra avoir les listes de tous les pays, pour faire voir plus facilement ce qui se fait un peu partout, voir les tournois du monde entier, avoir des statistiques internationales. C'est un travail assez compliqué à faire parce qu'on parle avec des gens de tout horizon, et surtout, en fait, ce qu'on perçoit pas trop en France, c'est que dans les autres pays, en fait, il y a peu de structures qui ressemblent à la FFTM, voire même, enfin, maintenant que je m'en suis un peu rendu compte, je peux le dire, en France, on est clairement les plus avancés en termes d'organisation. On a vraiment une énorme structure centralisatrice qui recoupe tout. Je me suis rendu compte en parlant avec que même la GBHL en Angleterre, finalement, elle gérait très très peu de choses par rapport à la FFTM.
Et du coup, bah voilà, moi, avec Davy, on essayait de récupérer, de faire en sorte que le WTC, la Nation Cup, soit géré sur maths, parce que le système est génial, propose de la gestion pour tout type de tournois, y compris les tournois avec ces formats-là. Et que la plupart du temps, les points noirs de ces tournois, en général, ça tourne autour de la transmission des scores. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de tables, beaucoup de joueurs en équipe, ça brasse beaucoup de papier, donc les joueurs écrivent avant maths, les gens, bah, pour ceux qui ont déjà été, ils savent comment ça se passe, hein. Les gens écrivaient les scores sur un bout de papier avec le capitaine qui centralisait, qui vérifiait, qui ensuite apportait aux organisateurs, qui se farcissait de tout recopier à la main sur un fichier Excel. Donc il pouvait déjà y avoir une erreur lors de la saisie sur le papier, une erreur lors de la recopie, ensuite une erreur lors de l'appariement. Et c'est notamment ce qui avait pas mal atténué l'image du WTC. L'année dernière, il y avait eu beaucoup d'erreurs qui étaient venues de ça, où du coup les équipes s'étaient retrouvées dans des positions très inconfortables. Avec, on annonçait des matchs, les gens commençaient à appareiller, donc ils dévoilaient leur liste, ils dévoilaient leur stratégie. On revenait les voir, leur disant, bah non, finalement, on s'est gouré, vous jouez contre une autre équipe, donc ça décalait le planning. Puis finalement, bah non, vous revenez contre la première équipe, bah ouais, mais ils savent déjà comment on va gérer l'appariement. Enfin, ça avait été très compliqué au WTC de l'année dernière. Et même la Nation Cup, en vrai, la Nation Cup avait été plutôt très bien organisée. Mais c'était vrai que pour un capitaine, se farcir toute la paperasse en même temps que tu joues, en même temps que tu gérais les appariements, c'était très pénible. Donc du coup, moi, j'y allais plutôt pour ma perspective. Moi, c'était simplement d'y aller pour maths. Et puis, quitte à être sur place, évidemment, je m'étais proposé en tant qu'arbitre aussi parce que c'est un élément avec lequel je suis assez à l'aise vu que je l'ai beaucoup fait en France, que je travaille beaucoup sur les règles, les traductions, les conventions, et qu'il y avait aussi eu quelques soucis dans le passé avec des arbitrages un peu légers, etc. Et ma perspective, c'était vraiment de ne pas jouer. Déjà parce que voilà, je n'avais pas spécialement envie de jouer. J'avais certainement pas envie de jouer contre les équipes françaises. Et je préférais me concentrer sur la partie informatique. Et alors ça s'est transformé en tu joueras quelques matchs parce que finalement il y avait un nombre d'équipes impair. Donc du coup on a dû mettre une spare team qui était du coup une équipe composée d'arbitres. Voilà. Qui pouvait pas non plus être totalement une équipe déconne parce que vu qu'il y a un système de poule et puis que ça reste un championnat, les gens râlent un petit peu à dire mais si l'équipe arbitre elle donne des points à tout le monde, ceux qui jouent contre l'équipe arbitre au début ils ont un avantage par rapport aux autres. Mais heureusement on devait être 5 joueurs dans l'équipe arbitre et on devait tourner, donc je me suis dit c'est pas grave, sur 6 matchs je vais essayer de tourner et puis j'essaierai d'en faire que 1 ou 2. Et ça s'est encore transformé au fur et à mesure de l'événement. Il y a un des 5 arbitres qui n'était pas là dimanche matin, donc dimanche matin on joue tous. Assez lunaire, dimanche soir, la dernière partie, il y a un joueur de l'Allemagne qui se barre plus tôt parce que de toute façon il a son avion, donc du coup il y a un arbitre qui va aller jouer dans l'équipe allemande, donc on joue tous. Deux mercenaires français dans la team. Voilà, exactement. Et donc à la fin c'était une équipe 50% allemande, 50% française. Parce que moi, du coup, j'ai spot sur l'équipe allemande parce qu'au même moment, la Spare Team devait affronter France 3, donc ça m'a permis d'éviter les Français au moins une fois. Et voilà. Et malgré tout, il y avait quand même une logique d'appariement, et notamment quand on a rencontré France 1, que je n'avais pas du tout envie d'affronter, on est tombé sur Destroy the Supplies, et en gros, c'était injustifiable de ne pas jouer ma liste par rapport à d'autres listes qu'on pouvait enlever, nous. Donc voilà. Donc je me suis retrouvé à jouer beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Et je me suis retrouvé à parler beaucoup plus que ce que j'aurais dû. C'était quoi ta question à la base déjà? Si tu pouvais nous parler de ton plus gros challenge en tant que ouais. organisation, Du coup, ouais. Oh, t'es dedans. T'es dedans, Ouais. pour l'instant. Non, du coup, ça a été de gérer tout ça parce que du coup, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup géré le site parce que du coup, il y a un peu que moi qui savais gérer le site. Donc, même si le site gère une très grosse partie du truc, cette année, dans le rule pack, il y avait 2 règles que je trouve très bien, qui étaient qu'on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rematch et surtout que les pays d'une même nation ne s'affrontent pas avant le dernier round. Ce que je trouvais très très bien parce que c'est hyper chiant quand tu vas à l'international de jouer contre des joueurs contre qui tu as déjà l'habitude de jouer. Mais du coup, au niveau des pairings, c'était un peu compliqué de faire en sorte que tout passe. Et je me retrouvais aussi à beaucoup arbitrer, parce que, on va dire, excusez-moi, j'ai un petit bug micro. Non, j'ai un petit bug micro. Et je me suis retrouvé à beaucoup arbitrer aussi, parce que les autres arbitres venaient pas mal me solliciter quand ils avaient des doutes, et aussi parce que il y a pas mal de joueurs qui me connaissent et qui entre guillemets me faisaient un peu confiance sur la décision d'arbitrage un petit peu importante. Donc que ce soit les Français, les Italiens, en général, ils venaient quand même souvent me chercher en priorité.
Donc, ouais, le challenge, on va dire, ça a été de faire tenir un peu tout ça. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Voilà, le gros coup de flip, il a eu lieu sur la première partie parce que il y a eu quelques bugs et heureusement, la gros chapeau comme d'hab au développeur de MESB Jarmy Tracker Davy qui m'a backup tout le week-end, qui a repéré les problèmes dans la première round, qui les a corrigés manuellement et puis qui ensuite a déployé des corrections entre midi et 2. Le truc, c'est qu'en général, le site est super stable, mais on sait que la première fois qu'on développe un système, il y aura toujours quelques bugs parce qu'on a beau tester autant qu'on veut. On n'arrive jamais à se rendre aussi débile que ce que les gens vont essayer de faire une fois qu'ils seront devant sur l'application et ils arrivent toujours à faire des trucs que nous, on n'aurait pas prévu en mode mais pourquoi ils ont essayé de faire ça? Le vrai Et du crash test, coup, c'est l'event en fait. Ouais, voilà. Et en fait, le truc, c'est que le système Nation Cup, on l'avait bien testé, sauf que comme il a changé le rule pack cette année et qu'il y avait ce système de fake list tournante, ça, on n'y avait pas encore testé en local. Du coup, ouais, c'était assez flippant parce que du coup, je me pointais là-bas. L'organisateur qui m'avait bien dit, ouais, je fais confiance à ta solution, mais bon, c'est l'image de mon événement, donc il y a intérêt que ça marche bien, faut pas que ça bug et tout. Et première partie, quand ça a commencé à bugger un petit peu, j'ai un peu eu les jambes qui tremblaient. Donc j'ai dit à tout le monde que tout allait bien et qu'il n'y avait absolument aucun souci. Mais heureusement que j'avais Davy pour me backup derrière. Allez, en tout cas, de notre point de vue, je pense que Vaka et Kim partagent la même vision que moi. Honnêtement, c'était, comme je disais, et c'est un peu particulier de dire ça, mais comme à la maison, dans le sens où c'est un tournoi qui tourne avec Matt, on se pose pas trop de questions, on sait que ça va rouler. En fait, c'est devenu naturel. Ce que tu disais au début, ouais, on devait avoir des petits bouts de papier, on devait enregistrer des choses comme ça. Ça, c'était vraiment les tournois qu'on faisait en 2023 où c'était parfois un peu laborieux de devoir tout faire. Et en fait, maintenant qu'on est passé sur Math, tout est devenu beaucoup plus simple. Et en fait, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à l'OWTC, c'est que les choses roulaient et que les timings étaient respectés et que voilà, ça avait l'air. En tout cas, la fluidité d'organisation pour les games, c'était vraiment très fluide. Je sais pas, Kim, si toi tu veux rajouter un truc avant de toi donner ton expérience. Mais... moi j'avais fait le WTC il y a 2 ans à Grenade. Et c'est vrai qu'avec Matt, c'était beaucoup plus fluide, les games. Et on savait se retrouver facilement sur les tables, contre qui on jouait, voir directement les affiches d'armée, etc. Et donc franchement, c'est vrai que même pour les tables, c'est super utile. On savait directement où on pouvait bouger nos affaires et tout ça. Niveau arbitrage, c'était bien. Le temps était bien respecté aussi. Il n'y a pas eu de changement au niveau points. Défaite majeure, défaite mineure, victoire majeure, victoire mineure. Donc ça c'était vraiment bien. Les décors étaient bien aussi, je trouvais. Parce que il y avait beaucoup plus de décors, je trouvais, qu'il y a 2 ans. Et l'ambiance était sympa aussi. Donc, et les joueurs étaient vraiment gentils. Donc c'était bien. C'était ton deuxième, toi, ou troisième même de WTC, non? Non, c'était mon deuxième WTC et j'avais fait la Nation Cup l'année passée. Ouais, ok. Ouais. Ok. Ouais, t'as vu l'amélioration. Toi, c'était il y a 2 ans que tu avais été, du coup? Ouais, c'était il y a 2 ans, ouais. Donc la première année à Grenade, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, ouais, non, c'était... Et du coup, toi, ton meilleur moment in-game ou... le meilleur moment, je trouvais, c'était quand toute l'équipe belge a gagné ses victoires. Ouais. Contre Angleterre. Et en game, c'était... la dernière contre Chaka, c'était marrant. Ouais, j'avoue, ça Ouais. avait l'air tellement folklorique votre partie, là, regardez du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il Ouais, c'est vrai que Noukat, c'est vrai qu'on était juste à côté de Noukat en fait. Genre, ouais, c'était vraiment marrant. Donc, et l'ambiance, franchement, à l'extérieur était extrêmement bonne aussi. Avec les joueurs français, c'était sympa de se retrouver ensemble. Et non, franchement, pour découvrir d'autres joueurs, c'était vraiment cool. Ouais, non, c'est clair, on a fait pas mal de rencontres là-bas. Pour ça, c'était vraiment un gros plus. Aller au Norton et commander des big beef, des gros burgers à 1700 calories, incroyable. Donc ouais, ça c'était un peu les plus. Par rapport aux arbitres, tu disais Kim, ça se passait bien. Alors c'est vrai que quand même, tu disais oui les gens te connaissent, Chaka, mais c'est vrai que ça a aidé quand même que tu sois là parce qu'il y a eu des moments où on posait une question, je jouais contre un Italien et on avait un doute en fait par rapport à quelque chose et à ce moment-là on demande à un arbitre qui passe et en fait il sait pas trop. Du coup, il demande à un autre qui sait pas trop et donc du coup il nous dit il faut demander à Joseph. Du coup on s'est dit bon ok on va dire à Chaka. Allez, je t'ai radé.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis j'ai eu un moment aussi cocasse, c'est quelqu'un de mon équipe qui a donc un point avec un autre joueur, avec un anglais, je pense. Et à ce moment-là, il demande à un arbitre et l'arbitre en fait me demande à moi de trancher la question. Mais donc du coup, bon moi j'étais, voilà, je leur ai expliqué la règle et ça n'allait pas pour le joueur belge, donc c'était impartial. Mais je me suis dit bon, c'est un peu léger quand même comme manière de faire, mais voilà. Mais donc, comme je l'ai dit encore, heureusement que Chaka, t'étais là pour les questions assez difficiles. Et du coup, on va passer maintenant, je pense, au sujet important, hein, les gars. Les performances des équipes. Donc là, c'est le moment où la Marseillaise résonne. Incroyable. Les joueurs français, les gars, franchement, c'était vraiment terrible de pouvoir suivre ça allez, en live là-bas. La course à la victoire de la France 2, de la France 1 et potentiellement l'Italie 2 qui était en embuscade en fait pour potentiellement leur voler la victoire. Donc c'était vraiment top. Donc Ouais, bah en fait, il y a eu un revirement. Corrige-moi, Joseph, si je me trompe, tu plus dans la gestion des scores et tout ça, mais en fait, je crois que, si je me souviens bien, l'Italie semblait mener quand même. Et en fait, vu que France 2 a fait un full win, en fait, ça a complètement rebattu les cartes, mais pas que pour France 2, un petit peu aussi pour les autres équipes. Je pense à l'Italie 2 et France 1. Et en fait, je crois qu'on se retrouvait dans un cas de figure où, si je me trompe pas, avant que All the Ground soit joué, les quatre premières, peut-être Germany 3 aussi, je sais plus, pouvaient finir premier. Je sais plus exactement ces détails-là, mais il y a eu un gros revirement de situation avec le full win de France 2 qui a un peu tout chamboulé, l'avance qu'a écrit l'Italie 1, etc. et si je dis pas de conneries, ils avaient à un moment Je donné suis, 10 points d'avance, je pense. Ouais, je suis pas totalement sûr que tout le monde aurait pu repasser premier, mais oui, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt l'inverse, hein. Tu disais, en fait, c'est Italien qui était en tête et France 2 qui est resté en embuscade tout du long. En fait, si on prend les grandes lignes, ça a été assez marrant parce que globalement, au début, il y avait des petits bruits de couloir comme quoi France 1 était favorite parce qu'effectivement, au niveau du système de poule, a priori, France 1 avait quand même pris une poule qui s'avérait être quand même assez facile, notamment parce qu'il n'y avait aucune autre grosse équipe et qu'en plus, il y avait l'équipe arbitre. Bon, il s'est avéré, la spécificité de cette année, il faut le dire, c'est que malgré tout, l'événement avait un peu perdu en notoriété, enfin même, il faut le dire, hein, beaucoup perdu en notoriété. Cette année, c'était un peu une année de relancement, et d'ailleurs, je pense que ça a plutôt bien marché, mais on pourra en parler après. Mais du coup, en dehors des équipes françaises, italiennes et de Germany 3, d'autres équipes étaient vraiment avec un niveau un peu bas, et du coup, je pense que ça a rééquilibré un peu les poules, parce que finalement, en plus, l'équipe arbitre était pas si à la ramasse que ça. Enfin, c'était un peu particulier l'équipe arbitre. Il y avait moi et un autre collègue qui jouions pas trop mal, deux qui étaient complètement à la ramasse. Bon, en tout cas, quand je vraiment enchaîné quasiment que des défaites, et un autre avec les Ents aussi qui était bien appareillé, qui a fait des trucs pas mal. Bref, mais toujours est-il que du coup France 1 a pas du tout pris les points d'avance qu'elle était supposée prendre le premier jour. Italie 1 est sortie du premier jour avec 10 points d'avance. C'est à la fois beaucoup, en fait, c'est à la fois énorme quand c'est une équipe très compétitive parce qu'on se dit, personne va aller vraiment lui casser la tronche. Donc, même si toutes les équipes compétitives s'annulent un petit peu à faire des petites victoires, des petites défaites, elle va garder ses points d'avance et elle va rester première. Mais à la fois, c'est vraiment pas beaucoup parce que 10 points d'avance, en fait, c'est que 2 victoires. Et dans l'hypothèse où l'équipe se fait vraiment éclater la tronche, du coup, les 10 points d'avance, elle peut les perdre très très vite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé en round 5, alors que personne n'y avait vu venir, où France 2 met 4 victoires à Italien. Et du coup, renverse complètement la vapeur. Et on passe, je crois, de Italien qui, je crois, même avait pris encore des points d'avance. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas à 13 points d'avance avant la ouais, ronde. c'était monté à 13, je crois. Ouais. 12 ou 13 points d'avance à l'issue de la ronde 4. Et quand France 2 la rétame complètement, du coup, c'est France 2 qui repasse devant avec seulement 3 points d'avance, ce qui est très très peu. Mais c'est en gros, ils ont bouffé en une seule fois toute l'avance d'Italie 1. Et effectivement, je me rappelle plus si Italie 2 et France 1 pouvaient toujours être premiers, parce que le il y avait quand même des gros écarts. Mais en tout cas, fais voir. À la fin, on a France 2 à 82 points, Italie 1 à 81 points. Ouais, si, parce qu'en gros, si Italie 1 et France 2 faisaient une égalité, c'est-à-dire approximativement 2 victoires, 2 défaites de part et d'autre,
Ils auraient perdu. Ouais, il y a peut-être un petit monde où Italie 2, je Ouais. pense. Je pense que France 1 était trop bas, mais à mon avis, Italie 2 pouvait repasser devant Mais si c'était pas jamais. de... mais c'était C'était très dépend. dur. Ouais, Ouais, il fallait qu'Italie 2 fasse ça dépendait pas d'eux. quasiment. Ouais. Il fallait qu'en gros, il y ait égalité entre France 2 et Italie 1 et que Italie 2 fasse quasiment du full win, je crois, un truc dans ce goût-là. Mais bon, c'est suffisant pour donner la niaque aux joueurs, des fois. Mm. Mais du coup, par rapport à ça, donc c'est bien France 2 qui finit premier, Italie 1 deuxième, Italie 2 troisième, France 1 quatrième et Germanie 3 cinquième. Et comme vous le disiez bien, par rapport à ces 5 équipes, je pense qu'il y avait clairement ce qu'on pourrait appeler 5 requins qui étaient présents pour jouer potentiellement un podium. Et c'est vrai qu'après, on avait en fait toutes des équipes. Bon, tu disais chacun basse, mais je dirais moyenne, c'est-à-dire peut-être des joueurs qui sont Bah, un peu moins compétitifs. je pense, ouais, c'est ça. Je pense que même Germanie 3, en fait, il y avait vraiment les deux équipes françaises et italiennes qui étaient composées que de top joueurs. Mhm. Et Germanie 3 restait dangereuse parce qu'il y avait deux des meilleurs joueurs allemands. Mais même par rapport à d'autres événements qu'on a pu voir, il manquait des grosses têtes. Par exemple, Pascal Wiebe, qui est enfin, oui, ouais, je sais pas comment ça se prononce en allemand, mais qui est très connu et qui est un des meilleurs joueurs allemands, n'était pas là, par exemple. Alors, il y avait des très bons. Il y avait Anas, qui est un des meilleurs joueurs allemands. Je sais pas aussi, je sais plus lequel des deux, mais celui qui était blond avec des petites oreilles de lapin aussi est aussi un très très bon joueur allemand. Mais je pense qu'en dessous des équipes françaises et italiennes, dans tous ceux qui arrivent et qui ont à peu près les mêmes scores, hein, Germanie 3, England 1, Scotland 2, il y avait des très bons joueurs, mais dans l'équipe, je pense qu'il y avait à chaque fois au Genre moins un ou isolé, en deux fait. joueurs voilà, qui étaient peut-être un petit cran en dessous. Et ça se voit dans les scores, en fait. Entre les quatre premiers sont au-dessus de 70, ça va de 75 à 82. Et ensuite, il y a un delta de 10 points et de Germanie 3 jusqu'à England 1, Scotland 2. Là, on est plutôt dans les 60, quoi. Non, clairement. Ouais, et Et je crois c'est. aussi que... Non, je crois aussi, je sais plus si ça a été tant que ça punitif, mais je crois, en fait, Germany 3, ils ont un petit peu découvert le, le, la French méta double bannière, et je crois que c'est sur plus de DS, en fait. Et je crois que ça a pas mal paramétré leur descente un petit peu. Enfin, le fait Bon, je pense que ça a été un petit peu brodé en aiguille, moi. Oui, Mais oui, oui, ça a joué dessus, sans doute, mais mais... c'est là que oui, c'est là qu'on voit les différences de perspective. Moi, c'est pas Mm. tellement parce que enfin, je pense qu'il y a un petit peu eu flagornisme sur le Discord français parce que en fait, des équipes fortes qui avaient des listes avec une seule bannière. Il y en avait d'autres, en fait. Et je pense plutôt que c'est en France qu'on a un petit peu des joueurs compétitifs, entre guillemets, des fois un petit peu lâches. Alors, des fois, c'est des bons calculs techniques, hein. Par exemple, la liste scout qui avait trois À trois bannières. bannières. Par exemple, sur une liste scout, ça, c'est très intelligent parce que c'est une liste qui peut se briser au corps à corps. Donc, ça offre une technique supplémentaire. Mais je pense que notamment Italie, oui, ils savent que c'est mieux d'avoir deux bannières, mais que si c'est une liste solide de corps à corps, ils n'ont pas peur d'en mettre qu'une seule et ensuite de jouer la gamme à fond. Parce qu'au Ouais, tu vas final, à chercher les nouveau, points ailleurs. on pourrait faire les calculs. Combien de games ont vraiment été gagnés avec les bannières? À mon avis, je pense pas tant que ça. Mais plus que la composition de la liste, c'est là qu'on voit aussi qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu plus naïfs. C'est que je me rappelle avoir parlé avec un joueur allemand brièvement, donc certainement celui à qui tu fais référence, et qui me Mm. dit effectivement, ouais, j'ai perdu. Il n'a pas joué la game. Il me dit il avait deux bannières, du coup il a fui toute la partie. Nasty French technique. Et voilà, et moi ce qui me choque, c'est pas qu'il ait pas mis deux bannières dans sa liste, c'est qu'il ait été surpris qu'avec deux bannières, le joueur soit dit bah non, je vais pas venir, mec, tu crois quoi? Tu vas me courir Ah oui. après. C'est plutôt la posture qui montrait qu'on avait des joueurs qui étaient un peu plus peut-être candides, quoi. Mm. Ouais. Ouais, tout à fait. Et l'Angleterre, par exemple, clairement, on n'a pas retrouvé les grosses équipes d'Angleterre comme on a pu les voir à la Nation Cup, par exemple, l'année passée. Donc Ouais. c'est vrai, comme tu Mais là, disais, pour par le rapport au coup, niveau, c'était un niveau un peu plus en dessous, quoi. ouais, et puis bon, pour les équipes anglaises, outre la notoriété de l'événement, là, c'est même carrément, c'est de la politique entre Anglais et de j'aime bien lui, j'aime pas bien lui, donc je vais à son event ou pas. Mais oui, effectivement, on était très loin des équipes de la Nation Cup, oui. Ouais, non, clairement. Mais pour parler un peu maintenant un peu du système, comme on en avait déjà parlé lors de la première vidéo avec Armando, par rapport au système de pool, comme tu disais, c'est un bon système pour éviter en fait que des équipes de même pays s'affrontent. Maintenant, j'avoue que pour nous, hein, on va faire un peu le bilan rapidement de la Belgique.
Bah pour nous, clairement, on s'est bien marré, hein, Ouais, Kim. franchement, On s'est c'est bien bien. marré, on s'est bien amusé. Mais c'est vrai que pour nous, c'est clairement un échec. Notre tournoi, on pensait pouvoir se classer allez, on n'avait pas de grosses expectations, hein, on pensait pas faire du podium ou ce genre de choses. Mais on pensait quand même être au moins dans le moitié du classement. Quand on a joué contre l'Allemagne 1, on s'est rendu compte qu'il y avait clairement moyen de se mettre au moitié du classement. Mais c'est vrai que ce système de poule, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut le voir un peu comme une course cycliste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à un moment donné une première journée où si vous perdez trop de points, vous allez en fait vous retrouver en dehors du peloton. Donc vous allez avoir potentiellement deux trois personnes qui vont s'échapper du peloton vers l'avant. Vous allez avoir un peloton au milieu et vous allez avoir en fait des personnes qui vont devoir se battre pour raccrocher ce peloton. Pourquoi je le dis comme ça? Parce qu'en fait, tu as des équipes qui sont plus ou moins de niveau équivalent qui vont se gratter des points l'un à l'autre. Et ce qui va faire qu'ils vont continuer à monter en points dans le classement. Nous, on s'est retrouvés dans une situation, et c'est pas vraiment pour nous chercher des excuses par rapport à ça, hein, mais c'est plus aussi par rapport après discuter par rapport au moral en fait de l'équipe quand ce genre de situation t'arrive, c'est qu'on se prend d'abord à l'Italie 2. Et là, c'est vrai qu'on a un peu déjà une appréhension parce qu'on tombe contre les champions 2023 et on sait qu'ils sont aussi là, pas pour faire la figuration, mais potentiellement essayer de gagner le tournoi. Donc c'est vrai que là, on a déjà un peu de stress. On se dit, c'est pas grave, on va y aller, on va essayer de jouer défensif. Bon, on perd tous les quatre. Ce qu'on nous avait dit, c'est que clairement, on allait de se faire taper ce premier jour, mais qu'il fallait faire le gros dos et essayer de prendre le plus de points possible par-ci par-là pour justement pas se faire trop dépasser. Parce que comme on le disait au début par rapport aux points, si on se prenait, je sais pas moi, 10 points de retard, 15 points de retard sur l'équipe devant nous, en fait, le deuxième jour, c'était impossible pour nous de pouvoir remonter. Donc c'était vraiment super important pour nous de pouvoir essayer de prendre des points. L'Italie 2, on fait 3 défaites mineures et une défaite majeure. Donc déjà là, bon, ça nous fait un choc, mais on se dit, ok, c'est pas grave, c'est pas terminé. On joue contre la Germanie. Là, on se rend compte que c'est clairement faisable. On a malheureusement un dice down sur le dernier combat de Kim entre son roi sorcier et sa cible sur Fog of War. Donc là, malheureusement, Désolé. on ne saura jamais si Kim prenait une victoire, mais si sur ce coup-là, on avait le kill. Alors, on avait 2 victoires, un match nul, une défaite. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, on sentait... On était bien en fait après Germania, honnêtement, moralement, on se disait ok, on a pris Germanie 2, l'Italie 2, c'était compliqué. Germania, on a réussi à gérer, honnêtement, on sent qu'on a notre place ici. Et puis là, on tombe contre France 2, donc qui gagne le tournoi. Et là, c'est quand même très très compliqué parce que on joue sur reconnaissance. On a vraiment des très très gros joueurs en face, on les connaît. Si on les connaît pas, parce qu'on a déjà joué avec eux, on les connaît par réputation. On sait que ça va être extrêmement compliqué. Les réserves. Détruire le supply, ouais, détruire les réserves. On sait que ça va être super compliqué et là en fait là c'est le coup de massue sur la tête. On prend les 3 défaites majeures, une défaite mineure. Pire scénario, on a pris je crois 11 points, un truc comme ça, ou 12 points à la fin de la journée. On est avant-dernier ou dernier, je sais plus. Non, on est avant-dernier, Avant-dernier, ouais. mais on est à presque une dizaine de points sur l'équipe qui est devant nous. Donc on sait que le lendemain, allez, pour l'instant ça colle au scénario. On savait bien qu'on allait devoir rebondir le lendemain. Et là, le lendemain, on tombe sur l'Irlande. Et je crois que c'est là un peu qu'on cloue un peu notre cercueil. C'est qu'on retombe sur la même table que contre la France 2. On essaie de se remotiver, mais je pense qu'on n'est pas dans nos games. En tout cas, moi, je fais une erreur qui me coûte la game, mais une erreur vraiment de débutant sur une sortie, en fait. Où c'est pas d'un lancer de dés, c'est juste une mauvaise décision. Je mets une warband vers l'avant au lieu de la mettre devant sa warband. Et en fait, je sors 2 crébins, il sort 9 mecs. Enfin, voilà, comme un noob. Hein. Donc, et là, j'avoue que c'est compliqué. Hein. Ça nous sort un peu de notre tournoi, je trouve. Toi, t'as géré. C'est un peu... Ouais, parce que en fait, moi, je me suis dit que d'office la première journée, ça allait être très compliqué, mais qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour comme tu dis, faire le gros dos et tout. Et donc, je me suis dit, allez, la deuxième journée, normalement, on va devoir retomber contre des équipes qui sont à notre niveau ou quoi. Et je me suis dit, moralement, ça devrait aller, quoi. Et donc, il fallait rien lâcher sur les games. Mais c'est vrai que ici, moi, j'avais réussi à faire ma petite victoire dessus. Mais c'est vrai que mes autres compatriotes avaient été un peu le moral à zéro. Et c'est vrai que ça, c'était un peu dur aussi. Donc il fallait un peu remotiver les troupes. Et voilà, et ça a été après quand même. on tombe contre l'Angleterre 2 en
en match suivant. Et là, c'est vrai qu'en fait, on est un peu libéré, on s'est un peu regardé, on a fait un peu un point d'équipe où on s'est dit, ok, c'est bon, on s'en fout, laisse tomber, on joue pour nous et on arrête de se prendre la tête avec ça. Et en fait, c'est vrai qu'on était beaucoup plus libéré. Après, je pense aussi que l'Angleterre 2 était à un niveau un peu plus en dessous aussi. Mais ça a été assez vite expédié en fait. Et puis C'était ça à la nous main. envoie. C'était à la main, ouais. C'était à la main. Ça nous envoie sur. Donc là, on gagne tous. On est content. On joue sur Ouais, l'Allemagne le moral est 2 remonté. et l'Allemagne de Vichy. Et on est content de se dire que allez, ça se termine là. On joue contre Vanguard, tu joues contre Chaka. Enfin, le tournoi se termine bien, on est content. Mais c'est vrai que par rapport à la performance, c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un paramètre en équipe. Quand on joue comme ça en équipe nationale, je vais dire, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience quand on les joue pas, mais je trouve, moi j'ai déjà été mercenaire, et en fait c'est pas du tout la même pression. C'est-à-dire que Non, quand tu joues non, c'est ici clair. avec l'équipe qui porte le nom de ton pays, ça peut paraître bête parce que tu dis on est tous là en train de jouer des figurines, mais quand tu joues ces games-là, t'es pas à l'aise comme quand tu fais un tournoi, je sais pas moi, allez, dans votre club local ou un truc comme ça, où il y a que tes points à toi qui comptent, tu joues libéré, tu t'es pris 3 défaites, t'es là, ok, je m'en fous. Enfin, voilà, c'est next. Mais là, quand t'es là et que c'est match par équipe, par pays, c'est vraiment une autre histoire. Et je trouve qu'en tout cas, en termes de pression, moi, c'était quand même vraiment lourd en termes de pression, même par rapport à quand j'étais mercenaire. J'étais beaucoup plus libéré à la Nation Cup que cette année ou Bah, WTC. mercenaire, c'est là que tu mènes ta guerre personnelle un peu, quoi. Tandis Ouais, qu'en c'est ça, team, clairement. il y a la dimension de la motivation et la dimension, je pense aussi, de voir que tu es appareillé d'une certaine manière et que peut-être que ce sera toi, entre guillemets, le mec sacrifié et qu'il faudra quand même que tu essayes d'aller chercher une défaite mineure plutôt qu'une majeure. Enfin, tout compte, en fait. Tandis que mercenaire, ouais, bon, on en reparlera peut-être, mais ouais, c'est autre chose. Enfin, ça a ses avantages aussi, ses inconvénients, mais bon, ça fait partie du truc. Mais effectivement, ouais, ce que tu dis sur la dimension de jouer pour l'équipe et tout, ça joue, hein, c'est clair. Bah, je me demande comment les autres joueurs ont dû le gérer. Je pense que les joueurs, allez, je vais dire pro, on n'est pas pro, hein, mais je veux dire les joueurs vraiment très compétitifs, du style les équipes d'Italie et les équipes de France, en tout cas l'équipe 1 et l'équipe 2. Je pense qu'au niveau du stress et de la pression, je crois qu'ils arrivent vraiment bien à la gérer. Après, ce serait intéressant d'entendre des joueurs de la France 3 pour voir comment ils ont vécu leur tournoi par rapport justement à cette pression. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intense. Mais après, c'est grisant aussi. Ça rend les matchs un peu plus tendus, mais c'est vrai que ça rajoute quand même une pression que t'as pas. Et si tu le gères pas, tu Ah, peux t'as pas peut-être envie faire des d'être le conneries, mec quoi. qui se fait plomber, ouais. Ouais, c'est ça, Mm. clairement. Chaka, toi, ton expérience, t'as déjà joué en équipe de France, hein, je pense. Yes, yes. Et comment Euh, tu j'ai voyais ce style-là? joué, combien de fois en équipe? J'ai 2 fois en équipe de France et puis une fois en Merco dans une autre team mais, qui n'était pas française du coup. J'ai vu pas mal de trucs, que ce soit pour moi ou pour d'autres trucs. C'est vrai que de toute façon, du moment que tu montes en compétitif, le mental est important et t'as vite fait de breakdown. Ce qui est terrible, t'as la déception, mais tant que c'est collectif, tant que c'est l'équipe, là par exemple, soit France 1 et compagnie, je pense que ça reste des déceptions digérables. On, on a tous fait des tournois, on sait que des fois c'est avec, des fois c'est sans, et on sait tous que de toute façon, un tournoi très compétitif, arriver à un certain niveau de compétition, je ne vais pas dire que c'est de la chance, parce que je déteste la théorie fumeuse du c'est un jeu de dés, c'est tout à la chance, mais il reste que pour gagner un tournoi, il faut de toute façon un bon alignement, il faut que tu aies les bons match-up. Mm. On, on, en tout cas, quand on est régulièrement en équipe nationale, on a toujours été confronté à la situation où tu perds 2 matchs et tu te dis putain, mais on a affronté, je te dis une connerie, on a affronté Angleterre 1 sur reconnaissance et Allemagne 1 sur To the Death. Ah, on aurait fait l'inverse, on aurait chopé Angleterre 1 sur To the Death et Allemagne sur reconnaissance. Vu les rosters, ce serait tellement mieux passé. Ça, c'est des situations que tu vis. Donc quand c'est une déception collective, comme ça va. Ce qui est beaucoup plus chiant, c'est quand ton équipe elle perd, fait que t'en es un dans l'équipe qui est moins bon. Et là, ouais, franchement, moralement, pour le joueur, moi j'ai eu la chance de jamais le vivre, mais je sais que c'est une appréhension. J'ai déjà tellement vu des joueurs qui sont aussi des connaissances, voire même des amis des fois, se sentir mal, entre guillemets, parce qu'ils avaient, je remets de gros guillemets, hein, mais plombé un peu la performance de l'équipe, que moi, chaque fois parce qu'en plus, j'aime pas trop la compétition en soi. Moi, j'aime bien jouer des games difficiles, mais la compétition en tant que telle, j'aime pas trop. Et je sais quoi, quand je suis en équipe de France, la veille du tournoi, j'ai toujours la hantise de me dire putain, si la team elle score à mort et que c'est moi qui foire tout, je vais mal le vivre quoi. Je vais super mal le vivre.
Bon, Inch'Allah, ça m'est pas encore arrivé, mais ça fait écho un petit peu à ce que vous racontez. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une pression supplémentaire parce que tu sais que derrière ta game, quand tu es en tournoi de qualif individuel, tout le monde s'en fout si tu te rétames la tronche, quoi. Bah, tu as fait un mauvais tournoi, c'est pas grave, t'en feras un meilleur une autre fois. Quand tu es en Et équipe je pense qu'elle nationale, Mm. quelque part, bah, en plus, il y a le côté aussi de te dire, bah, j'ai pris le spot de quelqu'un d'autre, et si le mec qui était juste derrière moi, à qui j'ai grillé la place en équipe de France, avait été meilleur que moi, voilà, t'as un peu tout ce bordel qui peut te monter en tête, quoi. Et ouais, c'est clairement, il faut savoir gérer ça. Ouais, t'as ce côté qu'on peut dire péjoratif, mais je pense aussi que dans une certaine mesure, ça te galvanise un petit peu aussi. Je pense que ça te pousse à te dépasser. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un effet qui se coule un peu. Enfin, il y a le côté pression, etc. Mais Bon, aussi, je je pense à un pense que, côté où ça te motive. Tu vois, enfin, c'est pas je pense que que c'est forcément du négatif, quoi, tu vois. bon, je pense que c'est très variable en fonction des gens. Je pense qu'il y a des gens que Oui, ça ça dépend des galvanise gens. et d'autres, à Ouais, l'inverse, que ça peut mettre à quatre pattes par ça terre. peut Donc, tomber. Mm. non, ça, je pense, bon, c'est pour ça que c'est pour ça que les sportifs professionnels ont des coachs mentaux. Hein. C'est pour Ouais, gérer carrément. c'est pour gérer toutes ces émotions. Et voilà, on sait très bien qu'il y a des. Alors, on n'est pas non plus des sportifs de haut niveau avec tout le pays derrière nous, mais on sait très bien qu'il y a des sportifs de haut niveau qui terminent drogués ou explosés parce qu'ils n'ont pas aussi peut-être pas pas su gérer cette pression, ouais, peut-être. Après, on Mm. se met la pression que, tu vois, c'est comme le hobby, tu mets ton investissement et tu mets la pression que tu veux selon aussi ton implication, quoi. Ouais, Donc si ouais. pour toi c'est important, bah tu vas te mettre la pression à ce moment-là. En tout cas, moi, pour mon cas personnel, c'est clair que on partait du principe que France 2, Italie 2, bah, on avait potentiellement déjà 2 défaites sur 6 games avant de les commencer. Donc déjà, c'est pas vraiment une mentalité de gagnant, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, on voulait rester réaliste et essayer d'être pragmatique, mais je pense que c'était pas partir avec la bonne mentalité. Mais donc on a quand même essayé de jouer notre stratégie là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, moralement, c'était quand même difficile à gérer de prendre première baffe, une bonne game, deuxième baffe et ensuite de devoir encaisser. Et alors, moi, personnellement, en tout cas, vraiment, encore une fois, pour moi, mon côté, je sais que pour Kim, ça s'est mieux passé. Et puis Kim aussi a un meilleur mental, on pourra dire. Hein, c'est l'homme de fer de Belgique. Mais c'est le fait de prendre la défaite sur l'Irlande, en fait, bêtement. Bah, moi, après cette game-là, waouh, en fait, je décroche complètement. J'étais déjà un peu décroché après France 2. Mais alors là, après la défaite contre l'Irlande, punaise, ça m'a vraiment mis une C'est là douche. où tu dis que t'as fait ton erreur, ton erreur, là. Ouais, avec la marche héroïque, où en fait, au lieu de me mettre Ah devant oui, oui, tu vas lui, raconter. Oui. je tente une course contre lui pour essayer de sortir plus de mecs que lui dans l'autre sens. Enfin, vraiment l'erreur, mais un truc que normalement tu fais pas, tu vois. Donc, encore aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est moi qui ai fait ça, mais bon, bref, c'était une grosse connerie. Et après cette game-là, je me dis, laisse tomber, il reste 2 games et ça va pas aller. En fait, je vais continuer à m'enfoncer dedans. Et c'est vrai que c'est dur de sortir de là. Et heureusement, en fait, que finalement, t'as les mates qui sont là, les gars de l'équipe qui prennent ça plus à la légère ou qui sont là, en fait, pour t'encourager et te dire, allez, mec, c'est pas grave, on s'en fout. On est là aussi pour s'amuser et te rappeler que c'est un jeu. Parce que c'est vrai que là, sur ce moment-là, psychologiquement, enfin, en tout cas, au niveau du mental, c'était quand même assez compliqué, Ce qu'il quoi. faut savoir aussi, c'est que bah, toi, Ben, t'étais capitaine. Et capitaine, c'est aussi un peu plus dur moralement aussi. Enfin, tu dois penser à plein de choses. Tu dois aussi réfléchir à comment faire les pairings, les match-ups et tout. Et t'as l'organisation aussi que t'avais aussi, parler avec les arbitres, etc. Donc t'avais aussi de la pression en plus que nous, on n'a pas, tu vois. Ouais, ouais, sans doute, mais en tout cas, je pense que si cette game de l'Irlande, je la perds pas, je pense que je fais un meilleur tournoi après, quoi, tu vois, mais bon. Bah, de toute façon, on le saura jamais, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, et, euh, et au moins on le sait, mais bon, ça te donne juste envie de t'entraîner plus pour essayer d'aller plus loin, quoi. Donc ça, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça te donne envie d'évoluer. Mais du coup, par rapport à ça, par rapport au fait que les équipes elles aient performé. Moi j'ai trouvé au niveau de la France, parce que je suivais aussi un peu le Discord, j'avoue qu'au niveau compétitif français, il y a quand même vraiment une grosse pression, je trouve, pour les joueurs par rapport entre guillemets au public. Et je voulais savoir d'ailleurs comment du coup vous gériez ça quand vous êtes là au WTC. Toi, je sais que pour toi, Vagar, c'était un peu différent parce que t'étais mercenaire. Mais Mm. Ouais. le fait que vous avez des games et que vous savez en fait que derrière
il y a peut-être 20-30 personnes qui regardent vos perfs et qui les balancent sur le Discord, ce genre de choses. Enfin, là, je pense que si tu te rétames, c'est encore plus difficile à gérer, alors que nous, bon, bah, au final, si on se rétamait, bah, il y avait peut-être, il y avait pas grand-chose, il y avait pas grand monde qui checkait. Mais, C'est difficile à plusieurs niveaux. Après, il y a plein de scénarios aussi, hein. Tu peux. Ce qui est très dérangeant, et qui peut vite un petit peu te rajouter une grosse pression parce que tu sais que les gens vont parler, et en plus c'est un peu ingrat parce que même si sur le papier des fois il y a des match-ups qui sont gagnés d'avance parce qu'on t'a protégé, que normalement on sait que dans le jeu t'es jamais à l'abri d'une surprise, t'es jamais à l'abri d'une partie où exceptionnellement effectivement tu vas être understat, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est très dérangeant effectivement, c'est quand tu perds une game que tout le monde pensait être gagné d'un coup, en gros. Parce qu'en plus, dans le jeu d'équipe, c'est vraiment des mathématiques bêtes et méchants, mais très souvent, le calcul qu'on essaye de faire, c'est de se dire, bah, en général, la plupart du temps, il faut qu'on gagne 3 parties. Donc, il faut qu'on assure 2 wins corrects avec l'appariement, et ensuite que sur les 2 parties qui restent, il y en ait au moins une où on arrive à gagner. Et quand tu fais partie, entre guillemets, des joueurs qui ont été appareillés, qui ont été protégés et dont le rôle, normalement, sur ce scénario, sur ce match-up, c'est de ramener une victoire et qu'elle t'échappe, là, ouais, en vrai, ça peut être assez dur parce que tu sais que derrière, des gens qui n'ont pas forcément été là pour voir tes jets de dés, pour voir tes décisions et compagnie, vont aller dire, ouais, mais le mec, comment tu perds, par exemple, bah, je vais prendre un exemple qui me concerne moi parce que ça m'est arrivé une fois, mais au moins comme ça, je pointerai personne. Mais voilà, moi typiquement, j'ai déjà perdu reconnaissance avec les scouts. Et ouais, là, tu peux entendre, ah, mais mec, comment tu perds reconnaissance avec les scouts, c'est imperdable, patati patata. Voilà. Et après, voilà, des fois c'est aussi juste que tu as mal joué. Mais les mecs derrière l'écran, de toute façon, ne le savent pas. Et préféreront partir du principe que tu as mal joué plutôt que bah, y a peut-être une dinguerie au niveau des dés et compagnie. Donc après, bah, comment ça se gère, ça je dirais, je sais pas, je pense que chacun est différent. Il y en a qui s'en foutent complètement de la pression et de la vie des autres, d'autres pour qui c'est plus important. Je sais pas trop quoi répondre à ça. bah, c'était déjà un bon gros résumé, je pense. Ouais, c'était bien C'était une bonne réponse. Et toi, Vagar, par rapport à ça, Je parle t'en as- trop, hein. Non, Non, pas du c'est tout, au bien. contraire, c'est super intéressant et merci pour ça. Non, bah après, bon, moi, ce sera dans une autre dimension parce que j'étais mercenaire. Joseph a très bien résumé ça et je le rejoins à 100% sur sa phrase de fin par rapport à la gestion du public. Moi, je sais qu'à une époque, j'y accordé certaine importance quand je suis rentré dans le compétitif et en fait, je me suis rendu quand même compte que ça servait à rien en fait, que comme Joe l'a dit aussi, les gens n'étaient pas là. Et moi, j'ai pas un Indo dans le jeu, mais par exemple, on a des tournois en équipe sur Kyandros où il y a des joueurs de différents niveaux qui proposent une équipe. Et souvent, en fait, toi, quand tu es soit capitaine, soit chapeau 1, même si en gros, les chapeaux déterminent un peu le niveau de jeu, même si c'est pas précis à 100%, mais en gros, tu peux voir les games des autres. Et moi, je pars du principe, comme à Kyandros, en fait, si j'ai pas vu la partie de quelqu'un, je me permettrai jamais de dire quoi que ce soit. Des fois, oui. Je vous ai parlé d'exemple de trucs sur Rocco qui peut être un truc genre téléphoner à 10 000, genre c'est imperdable et tout. Bien sûr que des fois il y a des cas de figure comme ça, mais je pense que même si moi je me retrouvais dans un cas de figure, là, parce qu'on me dise ouais bah là j'ai joué ça, imperdable, je suis vraiment nul et tout. Alors peut-être qu'effectivement des fois tu as été mauvais, peut-être que des fois t'as pas été dans les stats, t'as eu des jets de dés de merde. Mais comme ça peut arriver à tout joueur à tout niveau, des fois il peut se passer des dingueries. Moi je sais que j'ai vite adopté ce mode-là de que je me permettrai jamais de juger une partie si je l'ai pas vue ou si le mec me l'a pas débriefé dans les moindres détails. Et souvent c'est difficile de le faire. Donc voilà, moi c'est un peu la vision des choses par rapport à ça. Après, pour le mercenariat, moi c'était vraiment autre chose parce que là où en team national, ou en team tout court, c'est vraiment dans une logique d'équipe à vouloir gérer le pairing, disait Joe, à vouloir minimum 2 victoires et d'essayer d'en assurer une troisième et ensuite, bah, c'est que du plus. Là, moi j'étais vraiment pas dans ce mode opératoire là. Surtout qu'en plus pour l'anecdote, mais qui a quand même été assez conséquente, c'est que tous les joueurs de mon équipe étaient très sympas, hein, c'est pas la question, mais en fait, il se trouve que le capitaine de mon équipe, le premier jour où je suis arrivé dans mes conversations d'équipe, on m'a dit ouais, le capitaine est super cool, ce qui était le cas, mais en fait, il est super timide et il parle pas anglais. Du coup, quand t'es capitaine, c'est un peu compliqué.
Et ça s'est vite senti, premier appariement, France 3 qui en a joué. En fait, il n'était pas du tout au clair, je pense, avec le fonctionnement du pairing WTC, avec tout le principe de flex list, envoyer une liste en 1, puis les 2, 3, etc. Et en plus, sur l'aspect com, c'était compliqué parce que du coup, moi, j'étais toujours un petit peu en mode in my opinion. Et, au bout de la deuxième, sans prendre le monopole ou quoi que ce soit, mais ils se sont un petit peu redirigés vers moi. En fait, j'ai essayé d'assurer certains match-ups. Donc, du coup, moi, j'étais un peu dans un double objectif. Moi, je jouais Mines Morgul. C'est pas une liste où il faut réfléchir 10 ans, même si des fois, faut quand même, il y a quand même des match-ups plus évidents, d'autres plus durs que d'autres. Mais l'idée, c'était de ma part, comment, et de pas non plus leur foutre de terrain. En fait, j'ai essayé d'aller un petit peu dans ces deux sens-là. Et moi, je suis satisfait de mon tournage. Il n'y a que 5 victoires, une défaite, et la défaite contre l'Italien était vraiment une super game très serrée. Donc, je suis content de ma performance, mais comme je le disais un petit peu au début de mon propos, mercenaire, tu vas un petit peu en mode, tu fais ta guerre perso, tu vas pour ton XP perso, et le reste, c'est que du plus. Là, il se trouve que tu vas tomber dans une. Ouais, c'est du tourisme. Après, j'ai fait vraiment mes games sérieusement. J'ai rencontré des très bons adversaires. Il y a juste eu une game où, comme je disais un petit peu tout à l'heure, j'ai vraiment senti une différence de niveau. C'était contre Angleterre 2. Donc, j'ai vraiment senti une différence de niveau dans l'intégration de la macro chez l'adversaire. Au niveau des victory points, il n'avait pas les bonnes priorités, les bons choix. Ça, je l'ai senti, mais globalement, les autres games étaient quand même, je devais quand même respecter toutes les listes et faire attention. Mais ouais, globalement, c'est pas du tout Team Spirit comment dire, une stratégie d'équipe qu'on peut adopter dans une équipe nationale. Moi, c'était complètement autre chose. Moi, en fait, le salut que je cherchais un petit peu à travers mon statut de mercenaire, c'était d'essayer de donner le minimum de points aux autres guillemets pour que la France puisse entre guillemets prendre indirectement de l'avance. Et j'essaie de me dire ça en fait. Et je bascule sur le côté peut-être péjoratif du mercenariat, sans dire pour autant que c'est très négatif. Bah, c'est qu'en fait, tu vois toutes les équipes de France autour de toi qui sont en mode team up à fond et tout. Et franchement, c'est cool à voir de l'extérieur, mais c'est vrai que toi, tu te sens un peu le banni, tu vois. Mais donc moi, ça me donne encore plus envie pour les années à venir de rejoindre une équipe nationale. Et non, je remercie franchement la Fédé qui m'a permis d'y aller parce que ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est sûr que ouais, c'est pas du tout comparable mon expérience à ce qu'ont pu vivre les Français. Et moi, je venais souvent les voir sur les fins de game ou avant les games pour les encourager. Parce que, comme tu l'as dit, j'avais même l'esprit relativement plus lâché, quoi. Donc, expérience particulière, mais bonne expérience. Et je pense que si jamais un jour je devais faire mercenaire, je le referais, parce que ça a ses forces et ses avantages et ses inconvénients, mais c'est sûr que à titre perso, j'aimerais bien quand même aller jouer dans l'équipe nationale, quoi. Ouais, ce qui est normal. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Et par rapport au tournoi de manière générale, je vais vous proposer donc l'analyse des résultats. Bon voilà, on l'a fait succinctement. Encore une fois, gros GG à la France 2 pour sa victoire et aux Italiens également évidemment. Mais quels sont pour vous les tops et les flops du tournoi? On va peut-être commencer un petit tour de table par les tops. Donc en termes d'équipe, vraiment, ce qui a le mieux marché, c'était quoi les paris gagnants selon vous? Ou un joueur en particulier qui a vraiment géré son tournoi en fait. Et donc on va peut-être commencer par Chaka peut-être. Tu parles des listes là du coup? Oui, bah, de tout, hein. C'est vraiment les tops du tournoi, donc si une équipe en particulier. Les tops, ouais, les tops ou les flops? Parce que je d'abord, préfère critiquer moi globalement. bah, Donc, on va faire les tops, mais après on pourra faire les flops si tu veux. Bah, après, par contre, si tu parles d'un joueur en particulier, tu te débrouilles avec, hein. Nous, voilà, oh, on t'inquiète, garantit ça rien, me, on ça me garantit dérange pas. Les tops, en vrai, j'y ai pas vraiment réfléchi parce que
C'est un peu comme le Hello. J'aime pas trop la logique de tournoi fin. C'est toujours marrant de voir. J'aime pas bien la logique de classement solo sur un WTC parce qu'un WTC, normalement, t'as réfléchi à un roster d'équipe et un fonctionnement d'équipe. Et historiquement, globalement, les joueurs qui stoppent au WTC, souvent, c'est des joueurs alors pas toujours, hein, mais très souvent, c'est des joueurs qui ont plutôt eu des listes qu'on a protégées. Et qui plus est, tu as des phénomènes, en fait, paradoxalement, très souvent, le top tableau, tu vas avoir quelques joueurs des tops équipes, normal, c'est un peu les meilleurs, mais très souvent, et ça s'est vérifié encore cette année, et je pense que tous les WTC dernièrement, et même la Nation Cup, c'était pareil, ça se vérifiait, les 1 ou 2 meilleurs joueurs, ça va être des joueurs d'équipes bas classées, qui en fait vont être un très bon joueur dans une équipe moyenne, qui du coup va être protégé, parce que vu que c'est le meilleur joueur de l'équipe, en plus on s'assure qu'il ramène des wins, et qui va affronter des équipes moyennes, parce que lui est un très bon joueur, mais comme son équipe est moyenne, il monte pas trop dans le classement. Et on a le cas cette année, je crois que le premier au classement c'est un Anglais, d'une équipe qui est milieu de tableau. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, je suis pas un super fan des... Alors, évidemment, c'est toujours plaisant de ramener 4, 5, 6 wins. Hein, et puis, je crois qu'une année à Grenade, c'était moi aussi, pareil, j'avais dû faire 6e. Je crois que j'étais premier français. Mais en vrai, sincèrement, si t'es bien classé, c'est aussi parce que tu as été un peu protégé. Si on part plutôt sur les listes, moi, il y a un top que j'ai trouvé très, très sympathique. Alors, c'est pas forcément. Il était dans mon équipe, donc j'étais un peu première loge pour m'en rendre compte. C'est le joueur de ma Spare Team arbitre, qui n'arbitrait pas, mais qui était juste venu pour faire un 5e joueur pour qu'on puisse tourner. Oui, qui a joué Fangorn. Et ça payait pas de mine. Globalement, je l'ai assez bien appareillé parce que sa liste me paraissait un peu moins pourrie que d'autres de mon équipe. Donc c'est vrai que cette liste-là, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ramène des victoires. Et mine de rien, c'était un joueur du coup qui avait même pas été qualifié, quoi. C'était un mec du coin qui était là en mode viens, on a besoin de quelqu'un pour jouer. Bon, il avait pas un si mauvais niveau de jeu que ça. Et en vrai, avec les Ents, il a fait son petit bout de chemin. Et mon seul point, c'est de dire que je pense qu'en vrai, maintenant que les rois frappent, c'est plus rare et compagnie, même des listes comme Fangorn, alors attention, hein, c'est pas top 3 listes, hein, on est bien d'accord, ça vaut pas une main blanche, ça vaut pas un Scooturook et compagnie, et ça a plein de contres dans la méta. Mais ouais, je pense que Fangorn est devenu un peu plus viable qu'en V6, et ça m'a fait un petit peu plaisir de voir ça. En gros, je me suis dit, si même un joueur moyen avec Fangorn, il arrive à faire des trucs pas mal, c'est cool, quoi, c'est sympa. Surtout, on pourra parler aussi de la game de Romano, hein, dont on a déjà beaucoup parlé au pub, justement. En fait, je gardais ça pour les flops, hein, mais... Voilà, écoute, vas-y, fais ton flop directement, on en parle. Non, mais j'aime pas trop afficher parce que je me dis que le jour où c'est moi qui vais faire de la daube, il y aura une armée de gens prêts à me le renvoyer dans la tronche. Donc, j'adore afficher, mais je laisse pas de traces écrites vidéo et je le fais plutôt en direct et en privé. Je trouve ça plus drôle. Romano, qui a grid sur les Zen, qui gagnait la partie, qui avait très bien commencé sa game et puis qui s'est fait remonter. En fait, tout simplement parce qu'en fait, en V7, maintenant, un gros machin avec une grosse valeur au combat, beaucoup de PV, beaucoup d'attaques, une bonne défense, on peut faire le parallèle avec la liste Balrog. Si t'as pas un truc pour blitzer à un moment et pour le dégommer, en fait, si le joueur est assez malin pour jouer super rapidement, avant, en fait, en V6, il y avait plus de puissance, il y avait plus de défense héroïque, et surtout, il y avait des frappes de partout. La frappe héroïque, c'était un outil de début de jeu, de milieu de jeu. C'est un truc que j'utilisais tout le temps en V6 pour prendre l'avantage. Alors évidemment, tu faisais pas le genre gros mongol en mode mon Boromir contre ton Boromir, on fait tous les deux une frappe et c'est trop bien. mais quand tu étais un joueur compétitif, voilà. La frappe, c'était un vrai outil. Et en fait, en V7, la frappe, c'est vraiment devenu hyper anecdotique. Pour moi, c'est une action de fin de partie. Tu vas aller striker uniquement contre un truc qui a la même valeur au combat que toi et qui n'a plus de puissance pour répondre lui aussi. Et encore, seulement si ça te rapporte des points de victoire, parce que la plupart du temps, ce sera plus important de faire des élans ou ce genre de trucs. Et du coup, vu que il y a moins de puissance en V6, t'as pas envie de gaspiller ta puissance, aller tomber des gros machins. Et ouais, une liste, un Balrog, en fait, il y a plus grand chose qui va le tomber. Et une liste d'Ent avec mine de rien 5-6 bestioles qui se baladent, tous valeur au combat 7 ou 8, en fait, il y a vraiment plus grand chose qui y tombe, quoi. Et
Et du coup, bah, ça peut éclater même une liste très forte comme Osgiliath, avec pourtant de quoi gérer de l'Ent, hein, parce que Boromir, c'est certainement un des héros qui peut le mieux gérer les Ents. Il est C7 de base, il a ses 6 points de puissance, etc. Bah, même ce genre de liste, même en ayant pris un peu l'avantage, ça a très vite fait de se faire casser les reins. Et ça, je pense qu'à voir dans le futur, mais ça peut amener une méta un petit peu, enfin une méta, je sais pas si c'est marrant d'ailleurs, je trouve ça c'est peut-être assez nul au niveau stratégique, mais t'as un petit peu un jeu de dupe qui se fait entre avoir beaucoup de monstres pour pas perdre trop en nombre et pouvoir éclater de la troupe rapidement, comme par exemple les aigles, où tu montes pas super haut dans les valeurs de combat, t'as encore un peu de C7, t'as un peu de C6, si je dis pas de bêtises avec les aiglons, corrigez-moi si je dis une connerie, mais où du coup tu arrives quand même à garder presque 10 figurines et à vraiment taper la phalange. Et puis tu montes au-dessus, tu as les Ents, bah du coup là tu plus que 5 figurines, mais tu es meilleur, tu vas moins te faire tuer par les héros, par contre tu vas tuer la phalange moins vite, mais si tu rencontres les aigles, tu vas leur péter le nez, enfin le bec. Et tu montes d'encore un cran au-dessus et tu arrives au Balrog qui lui est C10, bah, qui du coup lui va être tout seul. Mais pareil avec le Balrog, si tu rencontres les aigles ou les Ents, bah, tu vas les éclater en deux théoriquement. Donc ouais, je sais pas, ça fait une espèce de gradation où tu montes de plus en plus haut, tu es de moins en moins nombreux en termes de grosses bébêtes. Mais de manière générale, il n'y a pas grand-chose qui va te prendre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que par contre, je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport aux eggs. C'est vrai que les eggs, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Et c'est vrai qu'en fait, Non, non, gardez-moi. Non, pitié, gardez-moi pour les flops, c'est mon gros flop, je veux en parler pendant 10 Ah minutes. ok, ok, je pensais que c'était les... C'était... Bah écoute, on en parle après. Alors toi, Vagar, Bah écoute, ton si top. tu veux, non mais si tu veux, j'ai fait mon top, je fais mon flop, comme ça après je vous laisse parler, je veux boire un grand verre d'eau. Mon Vas-y. gros flop, mais moi j'en suis mon grand flop, mais moi j'en suis très satisfait, c'est les aigles. Parce que alors, je déteste cette liste, un petit peu comme je détestais les Bernie d'avant. Je trouve que c'est un petit peu des listes qui sont très attrayantes, parce que déjà facile à acheter, facile à peindre, et un gameplay que tu vas comprendre assez facilement, même si entre un bon joueur et un joueur un peu en dessous, tu vas faire des erreurs ou pas. Mais ouais, les ex, c'est un petit peu la liste, je trouve que tout le monde survendait en début de V7. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'elle était très très nulle comme liste. Alors effectivement, elle a une petite niche en 500 où il n'y a vraiment rien en face, où l'armée adverse est très peu nombreuse, donc l'impact de ton double tour avec le cri de Gwaihir va se rentabiliser un peu plus, etc. Mais j'ai jamais considéré que le 500 c'était une scène ultra compétitive, ça se saurait. Ce qui fait que du coup, en fait, il y a plein de gens qui ont dit les aigles c'est trop fort. On était assez peu nombreux, je trouve, à dire non, pas tant que ça. En tout cas, moi, du début, j'ai toujours dit, mais pourquoi tout le monde s'enjaille sur cette liste? Je la trouve mais nulle de chez nul. Enfin, un aigle qui se fait charger, il a que 2 dés pour gagner son combat, c'est-à-dire autant qu'un guerrier plus un soutien. Enfin, voilà, et en fait, pour moi, jouer les aigles, c'est jouer à pile ou face. Et je déteste ça parce que c'est des listes sur lesquelles les joueurs qui commencent à être un peu bons vont se jeter parce que ça va t'apporter des wins faciles. Et il y a des joueurs qui aiment bien se pointer à un tournoi en se disant, bah voilà, je suis sûr de pas tout perdre. Peu importe mon niveau de jeu, j'ai une liste qui fait qu'il y a certains scénarios, je vais les gagner quoi qu'il arrive. Et les aigles, c'est un peu comme les Burnid, en fait. T'as dit quoi, Alias? Je sais que c'était pas stable comme liste. Oui, c'est ça. C'était très C'est ça. explodable, quoi. On est d'accord. Et en fait, pour moi, ces listes-là, bah, c'est très bien pour rassurer un joueur un peu moyen qui commence à faire de la compète et compagnie. Mais quand tu es un joueur compétitif, en fait, tu détestes les rencontrer parce que c'est des listes qui peuvent te prendre une victoire, donc te faire perdre une partie, face à un joueur qui est peut-être un cran en dessous de toi, qui est peut-être un peu moins compétitif que toi, mais juste parce que tu le tapes sur le mauvais scénario. Alors vous pourriez me répondre, oui, mais c'est vrai avec toutes les listes. Oui, dans une certaine mesure, mais je trouve que c'est encore accentué avec ces listes-là. Et les aigles, je la déteste parce qu'en plus, même dans ces listes-là, je la trouve nulle. Pour moi, c'est vraiment une liste où tu joues ta partie à pile ou face. C'est soit tu as 2 premiers bons tours de charge et vraiment tu éclates l'armée adverse et derrière, Inch'Allah, ça passe et puis tant mieux pour toi. Mais globalement, je trouve ça super nul. Et j'avais du mal à le prouver parce que les gens me répondaient, ouais, mais regarde, ça gagne des tournois en Angleterre, ça a fait top 1 sur les tournois en 500 en Angleterre, en 600 ça se débrouille bien. Il y a eu un tournoi en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, ouais, Et aux 10 Pays-Bas, dans le top. ouais, sur le top 10, je crois qu'il y a 6 aigles, j'étais là en mode, oh, mais j'aurais tellement pas aimé être à ce tournoi, quoi. Et en fait, là, je trouve que ce WTC a vraiment prouvé par A plus B que c'était une liste nulle. Parce que bah, ils ont fait un score assez mauvais. Hein. Je crois qu'il s'était joué par beaucoup d'équipes. Hein. Il y a au moins 5-6 équipes qui le jouaient, je pense.
Ça a fait un résultat assez mauvais. Je crois que c'était que à 30% de win. Donc, en gros, une victoire, une partie sur 3. Ce que, quand tu vas à un événement compétitif, c'est pas satisfaisant, quoi. C'est pas du tout satisfaisant. Et en plus, dans un système où chaque tour, tu pouvais enlever une de tes listes. C'est-à-dire que, en plus, les équipes, sur un scénario où les aigles auraient été trop mauvais, ou alors où le roster en face était très très bon, bah en plus ils pouvaient les enlever, quoi. Donc ouais, moi j'ai été hyper content de voir que les aigles se rétablent la tronche, parce que j'avais besoin de le prouver au monde entier, et j'étais très content du coup que les aigles se ramassent. C'est vraiment une liste que je déteste. En fait, Voilà, pour compléter, c'était mon instant haine. je trouve aussi qu'en fait, au sens propre, comme je dirais, elle incarne tout ce pourquoi tu détestais Guaire en V6. C'est vraiment, tu peux retourner une game comme perdre. Et Ouais, en fait, ouais. là, c'est juste au pluriel, quoi. Mais Goyer était tout seul, tu vois, donc il y avait quand même une liste autour de Ouais, Goyer. ouais. Oui, Goyer bien était sûr. chiant parce que tu l'affrontes ou que tu le joues, tu savais jamais s'il allait te faire la game ou s'il allait rien te faire du tout, si ça allait être un oiseau de proie ou un poulet. Mais, mais au moins, il y avait une armée autour. Il t'avait bouffé un peu de budget, Ouais. mais au moins, tu pouvais jouer un peu autour. Alors que, oui, effectivement, les aigles, bah, c'est juste lol, bah, maintenant, je vais jouer Sigouaïr, enfin, en moins bien. Ouais. Et en plus, pour conclure, en plus, de toute façon, c'était un mauvais call. Parce que tu prends toutes les listes top méta, bah, c'est tous des listes qui peuvent éclater les aigles. En fait, Dale globalement éclate les aigles. Le Balrog éclate les aigles. Et les scouts Douglook en pouvant Fearless, c'est genre stacker. pour blesser. Ouais. Il y avait le débat sur le Discord français, on va pas le refaire, mais entre les Urukai qui peuvent tous passer fearless, donc charger très facilement, en plus avec leur mouvement 8 qui vont très facilement contourner les aigles pour les bloquer, et qui ensuite vont te stacker des +1, +2, +3 pour blesser, ouais, effectivement, théoriquement, sauf grosse malchance, un scout Douglook bien joué, ça pulvérise les aigles, quoi. Et je me rappelle plus. Et même White Hand, t'as qu'un seul héros, donc en gros, Goyer se prend la foudre par Saruman au sens propre comme au sens figuré. Et derrière, t'as un Crébin, ça peut bloquer un egg pendant limite 3 tours. Donc, ouais, en gros, les 4 listes un peu top méta qui sont White Hand, Dale, Crébin, Scout et Balrog, en fait, ouais, pour moi, les eggs, c'était vraiment le mauvais call du tournoi, quoi. C'est clair que Voilà, elle a à des vous de répandre votre haine. elle a des prédateurs en fait, la liste aigle. Elle a des prédateurs Mm. et le problème c'est que les prédateurs qu'elle a, c'est pas des listes de niche, ce sont des listes qui sont aussi top méta. Donc ça veut dire qu'on l'a bien vu, comme tu le disais ici dans le tournoi, c'est que les gens sont venus avec des listes top méta et en fait, bah, les aigles, bah, moi je trouve que c'était assez compliqué pour eux. Enfin, même nous on avait du répondant avec le Balrog contre eux, on se disait si on arrive à mettre le Balrog dessus, on peut croquer la liste quoi. Donc pour ceux qui avaient le Balrog ou qui avaient Dale, voire Glook, bah, il y avait vraiment quelque chose à faire en fait pour les contrer. Et c'est clair que ça montre un peu la fragilité de la liste. Et je me demande si, avant d'avoir le troisième livre, si la méta va pas justement s'orienter plus vers ces armées-là parce que justement, t'as pas envie de te faire en fait péter ton tournoi parce que t'as un mec qui a décidé de venir avec les aigles et de rigoler quoi. Parce que c'est vrai que c'est rigolo à jouer, j'en suis sûr, hein, pour ceux qui vont ramener cette liste-là. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant pour l'adversaire de se faire de se bouffer comme ça la loutre ou à feu dans les dents quoi. Donc Ah ouais, et puis en plus, ça fait pas des parties intéressantes. Il y a plein de figurines qui sont pile ou face. Le Balrog, il est très pile ou face. Mais autour du Balrog, tu joues le reste de la game. Il y a le reste d'une armée, il y a des points. Alors que les aigles, en fait, ils te rattrapent parce qu'ils sont mouvement 12. Et en fait, ils te bloquent. C'est aussi pour ça que je l'aime pas. C'est qu'en fait, ils te bloquent dans une logique de pile ou face qui est très très pénible, quoi. Qui est très très pénible. clairement. Toi, Vagar, Lios, ton top, c'est quoi? Bah pour le coup, c'est compliqué de répondre aussi dans le sens où moi j'étais vraiment dans mon truc, quoi, tout seul. Alors j'ai une discussion que j'ai eue avec Ben Drums plus tard ce matin, là. Et en fait, il me disait que, alors, je reprends ces mots, hein, qu'il était satisfait de son du call là de son équipe sur aligner Hornburg et troisième bannière sur la liste du Blue qui est quand même une liste assez permissive en capacité de nombre et qui permet quand même de rentrer cette troisième bannière. Je crois que de ce qu'il me disait, ça a quand même fait une grande différence. Je sais pas, mais en tout cas que ça avait quand même impacté. Donc ce petit coup de lumière dans le crâne de se dire tiens je vais rentrer
la même manière, visiblement, c'est ce qui leur a permis de se mettre bien. Mais après, c'est vrai que c'est pas pour pas répondre, mais j'ai tellement dans mon truc que ouais, j'ai rien qui me vient là. J'ai vu des listes moi que je trouvais assez originales. Encore une fois, bon, c'est dans le classement solo, mais c'est l'anglais qui a mis genre 30 loups-garous, je crois, un truc comme ça, et qui, je pense, devait être très bien appareillé. En top, non. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, vu que c'est la première fois que je venais au WTC et que j'en avais entendu des trucs, j'ai quand même l'impression que la tentative pour faire un petit peu connaître cet événement a plutôt l'air d'avoir bien réussi. Et je pense que Matt, il a sa part dedans. Donc, non, c'est ça le côté positif. Petite anecdote aussi. Il y a quand même, je crois, 6 ou 7 Français encore une fois, dans le classement solo, mais dans le top 10. Donc, ça, c'est quand même une donnée toujours cool à avoir. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de France 3 qui a eu des moments difficiles, mais qui a rien lâché. Moi, j'ai parlé un petit peu avec les gars de l'équipe. Il y avait des match-ups plus difficiles que d'autres, etc. Mais enfin, voilà, ils ont donné le max aussi. Donc, non, globalement, moi, c'est plus un éventail de petites choses comme ça que je peux dire, plus que des tops et des flops. Si, j'ai vu en flop, j'ai vu une liste jouée par un gars dans quel pays qui m'a très étonné. C'est un mec qui jouait Usurpure sans Crédin. Donc, je crois qu'il y a eu des games compliqués. Euh, non, j'ai rien qui me vient là. Enfin, je pense avoir tout résumé. Et le flop, c'est de pas avoir pu garder le badge. Que je suis resté j'étais dégoûté. Ah, Et aussi le dernier le top. badge. Ouais, ouais, Elle ouais. Famoso badge. Et ouais. Et non, non, on a aussi au-delà des classements français, il y a eu une petite flopée de prix annexes que certains Français ont chopé. Je crois que Max Gortor et Damax ont chopé un prix. Je sais plus exactement qui a chopé quoi, mais donc voilà, c'est cool. Et, euh, et voilà. Non, le truc très content, ouais, c'est mon idée de merde que j'ai eue sur mon t-shirt là. Je crois qu'il a fait l'unanimité, donc peut-être qu'il me servira un jour pour une autre équipe. Non, voilà ce que je peux dire un petit peu en top flop. C'est compliqué parce que je n'étais pas vraiment dans les teams, donc Non, plus une mais ribambelle de même comme ça. je, Je je suis sais quoi. je suis assez d'accord avec toi en fait par rapport au top. Enfin, moi personnellement, le top, il y a clairement l'organisation, l'utilisation de maths, donc Hum, vraiment Davax et Chaka, super, encore une fois, super boulot. Le tournoi, l'organisation était vraiment top. Honnêtement, moi, si on me demandait demain, ok, il y a le WTC l'année prochaine, tu veux hum. y retourner, même en mercenaire ou quoi, ben, franchement, Ah ouais, toi qui avais été, justement, si tu l'as senti comme ça et que moi, de nouveau, je l'ai senti, euh, c'est ce que je me suis dit, quoi. je t'ai un peu perdu quand tu parlais, tu disais quoi? Non, non, je vais t'interrompre, mais je disais que si toi, tu y avais déjà été et que tu as senti ce truc-là, que c'était bien orga, que machin, en tant que première fois, j'ai vraiment senti, je pense qu'il y a quand même globalement du mieux par rapport Ben oui, enfin en tout cas c'est Kim à qui avant. avait déjà été au WTC, moi j'avais été à la Nation Cup, Ah oui, Kim, pardon. Kim, pardon. il a le même sentiment que moi, que c'était vraiment super bien organisé. Moi en fait j'avais eu des échos négatifs, mais en arrivant Ouais. là-bas honnêtement j'ai rien vu de tout ça, et ça au contraire ça a super bien fonctionné, donc comme je disais, vraiment si je vais y retourner je le referai parce que c'était top en termes d'organisation et les games etc, c'était vraiment nickel. Au niveau des flops, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire la Belgique, je sais pas. Au niveau des Au flops, niveau des flops, je sais pas, je dirais un petit lot pour tout le monde quand même. ouais, c'est vrai que Enfin, on a eu un magazine, mais ouais. ouais. Allez, rendre ton badge. Bah, nous, il est resté dans la poche le badge. Ouais, ouais. On préfère le Ouais. badge Moi, il a vu. pour ça. Moi, Pour se souvenir. je me suis fait avoir comme un con. J'ai la bandoulière rouge qui sort de la poche et tank, cyclope, quoi. Genre, il m'a vu à 10 ouais. Ouais, ouais. Moi, il était rangé dans Et la aussi, pocket.
j'ai un truc qui me revient, mais Joseph, peut-être que là-dessus. Euh, je sais que le système de ronde pour le premier jour était pas mal en place par une volonté de l'orga, etc. Bref, j'ai pas les éléments. Est-ce que ça se justifierait que si l'event repart de plus belle, que ça bascule sur une ronde suisse, même pour le premier jour? Qu'est-ce que tu en penses toi, de ça? Est-ce que c'est un truc qui, pour toi, a posé problème? Parce qu'au début, tu l'avais dit, effectivement, ça permet aux équipes de se rencontrer, mais est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, un genre de déplacer le souci? Enfin, je sais pas si tu vois, mais est-ce que pour toi, ça justifie en gros de changer ce système de pool et de passer sur un truc de ronde suisse ou autre, quoi? Normalement, ce sera que l'année prochaine parce que Luca Comoretto, mon homologue italien, boss de la Ligue italienne, a œuvré un peu en ce sens-là, et puis j'en ai remis une couche. Donc, a priori, l'année prochaine, il n'y aura plus de système de pool. Le système de pool, il le mettait pour deux raisons, une raison avouée, une raison non avouée. La raison avouée, c'était effectivement de limiter les rencontres entre pays. Mais qui résout pas tout. Et la raison non avouée, c'était que ça évitait les erreurs de pairing sur le premier jour et ça faisait une journée plus light pour les organisateurs parce qu'effectivement, à l'époque des papiers, c'est assez compliqué de faire les pairings, de vérifier tous les scores. Et là, ça faisait une journée où, en gros, même s'il y avait une erreur de pairing, enfin une erreur de score, ils s'en foutaient, ça impactait pas le pairing. Mais du coup, vu que Matt a réglé pas mal de soucis de ce côté-là, a priori, il serait OP pour supprimer le système de round l'an prochain. Donc ça, c'est assez positif. Il y a une autre raison qui pour lui est importante, c'est qu'il dit aussi que ça permet aux équipes, ouvrez les guillemets, faibles, de quand même avoir une chance de rencontrer les équipes fortes et de progresser. Lui, il voit ça un petit peu comme une sorte de transmission d'expérience, où en gros une équipe faible, en gros une équipe qui ferait quasiment que perdre, n'aurait normalement aucune chance de rencontrer une top équipe. Et lui, il trouvait ça dommage. Il pensait que c'était mieux quand même qu'il y ait une journée où on puisse rencontrer des équipes de tout niveau, etc. Bon, ça se défend pas. Après, bon, il y a un moment, enfin, c'est pareil dans n'importe quel tournoi, quoi. Forcément, avant de rencontrer des gros joueurs, il faut toi même que tu prennes un peu du niveau contre les joueurs qui sont moyens. Ça peut se transposer aux équipes. Mais a priori, l'année prochaine, le système de pool serait supprimé. Bah, c'est selon moi Révélé en exclusivité sur la chaîne des petits rôdeurs. Bah écoute, c'est pour moi une bonne nouvelle parce que je pense que si on peut tomber contre. Vu que la première round en général elle est aléatoire, tu peux très bien tomber sur un gros joueur, te faire casser les dents et redescendre et comme ça, bon bah t'as pu voir ce que c'était hein, en exclusivité, c'est Ouais, quoi puis jouer contre un gros joueur. Et puis tu joues contre est-ce que des tu mecs de apprends ton vraiment niveau, des voilà. choses est-ce que tu apprends vraiment des choses en te faisant vraiment totalement éclater? Je ne suis pas sûr. Je pense pas honnêtement, mais c'est vrai Un que. petit peu, mais Ouais, c'est. Ouais, enfin des fois tu peux juste te dire, bon bah je me Il y suis a un fait juste éclater. milieu. Il y a un Ouais. juste milieu, je pense. Tu peux te faire éclater, mais si le mec, comment il t'éclate, c'est déjà plus pédagogique que s'il t'éclate et qu'il est bien après. C'est parti, quoi. Bah, Après, s'il ouais. t'éclate et qu'il Je pense t'explique qu'il y a pas un les juste erreurs, milieu. ça va. Ouais. Ouais, je t'avoue que si on était tombé sur France 2, Italie 2, Germanie 3, ouais, je sais pas si j'aurais vraiment vu la leçon pédagogique de la première journée, tu vois ce que je veux dire. Donc, Je vois. je comprends la logique, hein, je comprends vraiment la logique et je comprends l'idée de poule, etc. Mais c'est vrai que je pense que le fait de repartir sur un système aléatoire premier round et puis round suisse, ça permettrait peut-être à tout le monde de faire son tournoi et au final les meilleurs sortiront quand même vainqueurs de toute façon. Donc pour eux ça changera pas grand chose. Parce que si tu dois être le meilleur, bah, tu dois battre les autres. Donc voilà. Voilà, le système de poule peut quand même avoir des sales impacts sur le gagnant final. Hein, parce que cette année, du coup, ça s'est pas vu parce qu'il y a eu le coup de tonnerre de France 2 qui retourne Italie 1. Mais on a déjà eu des années où certaines équipes prenaient vraiment de l'avance en poule et où derrière, elles étaient juste plus. L'année où Italie avait gagné, par exemple, on avait vraiment été dans le cas de figure où ils avaient eu des poules faciles pendant que les autres pays un peu compétitifs, notamment France et Pologne, s'étripaient dans les autres poules. Et où jour 2, les parties se sont fait à peu près normalement, mais en gros, Italie avait besoin juste que de faire des égalités contre ses adversaires parce qu'ils avaient déjà tellement pris de points d'avance qu'ils étaient plus rattrapables, quoi. Yes. Ouais, Après, je du coup, comprends. le côté péjoratif est. Et clairement, ça aurait été le cas cette année. Hein. Si France 1, il termine un point devant Italie 1, hein, ça veut dire que même s'ils les avaient. Alors là, ils les ont vraiment éclatés à 4 victoires à 0, mais même s'ils les avaient gagnés fort, c'est-à-dire à 3 victoires à 1, ils auraient quand même pas gagné le tournoi parce que l'Italie avait de l'avance, tu vois. Donc c'est quand même hyper impactant le système de poule.
Ouais, clairement. Mais du coup, si on rebascule sur 2 jours de ronde suisse, de facto, on ne pourra pas empêcher le fratricide, quoi. C'est le côté péjoratif, quoi. Yes. J'ai Bah, pas. Tu empêchais quoi en fait? Du coup, j'ai Bah, pas. du coup, si on repasse sur des rondes suisses, on ne pourra pas empêcher l'éventuelle France 1 d'affronter une éventuelle France 2, quoi. Si, c'est faisable, mais Ouais, il faut qu'il en y ait une plus grande paramétrage, quoi. il faut qu'il y ait une plus grande diversité de pays en fait. Là, cette année, Ouais. typiquement, oui, ça aurait pas été possible. Au bout d'un moment, enfin, ou alors ça Mmh. aurait fait des appariements à la con avec le premier qui va affronter le huitième parce qu'il a déjà affronté tout le monde. Ouais. Mais cette année, ça allait. Il y avait pas beaucoup de pays, mais avec le système de round, ça a été. Mais ouais, il faudrait que l'événement regagne en intérêt et qu'il réussisse à avoir un petit peu plus d'équipes et un peu plus de pays différents. Mmh. eh bien, les gars, je sais pas si vous avez d'autres points à voir. En tout cas, par rapport aux coulisses du tournoi, c'est vrai qu'en fait, on s'est quand même bien marré au pub où on pouvait manger après nos journées de tournoi et boire une petite bière entre nous. C'était quand même vraiment des super moments. Là, ça fait un peu écho à ce que j'avais dit par rapport au tournoi de manière générale et ce qu'on avait dit avec Pamina et Tordek aussi, Kim, par rapport justement ouais, à ces moments-là dans les tournois 2 jours où justement bah, on peut passer une soirée avec les gars qui jouent avec nous, donc on rencontrait des personnes, etc. Et donc ça aussi, c'est vraiment chouette à l'international de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres pays qui partagent la même passion et de voir aussi comment eux ils le vivent de chez eux. Et donc, ouais, voilà, je trouve que c'était vraiment, vraiment, vraiment super par rapport à tout ça. Donc, si vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir faire un jour un tournoi international, bah, essayez. Vous dites pas juste, ouais, ça va être trop compliqué ou quoi. Honnêtement, je pense on a tous été débutants, on a tous été amateurs. Ça demande pas non plus d'être les meilleurs joueurs du monde, de pouvoir aller à ces tournois. Mais ça permet justement de découvrir des choses et en tout cas des gens. Et ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je sais pas si vous avez un mot en plus, les gars. Peut-être Kim. Non, pas Non, trop trop. t'as tout résumé, t'as tout résumé, c'est bien. En tout cas, merci à tous pour d'avoir participé. Encore un gros GG à la France. Petite Marseillaise. Ouais, félicitations. Et, on se dit à la prochaine, les gars. Ah, Carrément. prochain tournoi international, la Nation Cup, qui aura lieu en Pologne. Et la date, c'est en juin. Est-ce que vous l'avez sous la main? C'est le 21-22. 21-22 Le juin. 21-22 juin. Voilà, où là, par contre, il y Il a y une seule aura, équipe de ouais, pays. Ouais. ouais. Donc il y aura une équipe Dont de la France, Belgique une et la équipe de France, du Belgique. coup. Ouais, voilà. Donc là, disons que l'équipe B belge a été au WTC et comme on l'avait dit l'autre fois, bon bah là c'est un peu notre équipe A qui part se rend à là-bas, Nation donc Cup, ouais. on leur souhaitera de la force et Ouais. on essaiera de On fera couvrir une vidéo dessus. l'événement. Exact. Bah, merci beaucoup les gars. À la prochaine. À la prochaine. Ouais, merci à vous. Salut. Bye bye. Ciao, ciao. Ouais. Enfants de la patrie.